Et si le talent individuel était le plus grand mensonge du sport de haut niveau? Et si ce qu'on appelle la star était en réalité le symptôme d'un système qui fonctionne et non sa cause? On a la fâcheuse tendance à croire que la supériorité de l'individualité est la source du succès collectif, que le héros solitaire prévaut sur le groupe. Dans tous les films, tous les jeux vidéo, toutes les séries et mythes dont on a été abreuvé, c'est toujours une figure mythique et solitaire qui sauve le monde. Allez, petit listing. Neo dans Matrix, Katniss, Sangoku, Luffy, Naruto, Héraclès, Jeanne d'Arc, Léonidas, Jordan ou Zidane en 1998. On est culturellement programmé pour croire que la performance collective repose sur un génie individuel, que sans la pièce maîtresse, tout s'effondre. Mais est-ce vraiment le cas? En psychologie, on appelle ça le biais d'attribution. C'est la tendance que l'on a à attribuer les succès collectifs à un individu saillant plutôt qu'au système qui l'entoure. Quand une équipe gagne, on cherche le héros, celui qu'on glorifiera et élèvera au rang d'icône. Quand elle perd, on cherche le coupable. On ne cherche jamais le système à l'origine du succès. La force de l'être humain réside pourtant dans sa capacité à être intelligent en groupe et à faire évoluer ce dernier. Quand chaque individualité, chaque singularité se met au service du collectif, c'est là que les grandes révolutions ont lieu. Que l'homme avec un grand H transcende sa condition et passe un cap. La force du système est une réalité trop souvent oubliée. Pourtant, elle est ancrée dans nos cellules depuis la nuit des temps. Les cinéphiles qui m'écoutent penseront rapidement aux singes de Kubrick dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Et ils ont raison. En biologie, il existe un phénomène qu'on appelle l'effet superorganisme. Tiens, prenez une colonie de fourmis par exemple. Prises individuellement, elles ne sont rien que des micro-organismes insignifiants. Alors que collectivement, elles construisent des structures que l'ingénierie humaine peine à reproduire. Aucune fourmi n'est la star, aucune n'est indispensable, la reine ne commande rien, le système, lui, est imbattable. La vraie entité vivante n'est plus la fourmi, mais la colonie entière. C'est tout l'inverse de nos sociétés modernes dans lesquelles les humains ont des objectifs individuels complexes, une autonomie forte, une conscience personnelle qui crée des conflits internes, et une multitude de systèmes travaillant de manière parfois totalement antagoniste. Dans le sport collectif de haut niveau, par exemple, l'individualisme poussé à son paroxysme est bien souvent le début des problèmes. Pourtant, nos biais nous poussent systématiquement à chercher le nouveau héros qui pourra sauver l'équipe en berne. Et si le véritable héros était celui qui pourrait créer le système? Mettre à la tête d'une équipe un individu capable de façonner un super-organisme autonome et dont les convictions ne seraient pas impactées par le bruit ambiant et par les projections toxiques de ceux qui recherchent l'individualité. Car bien souvent, les coachs, entraîneurs et autres sélectionnaires subissent le brouhaha du doute collectif. Ils doivent composer avec les ressentis des joueurs, du staff, du président, des supporters, des journalistes et des stratèges autoproclamés. C'est alors qu'une autre question se pose. Est-ce qu'on construit sa vie ou sa carrière autour de ce qu'on croit ou autour de ce que les autres projettent sur nous? À l'été 2024, le Paris Saint-Germain vient de perdre Kylian Mbappé, la star absolue, le visage du projet, parti à Madrid. Les médias, les analystes, les supporters, tout le monde condamne. Le PSG est alors un club sans direction, sans identité, sans futur compétitif au plus haut niveau. Produit des innombrables mauvaises décisions, des castings ratés, de ces déboires en Coupe d'Europe. Sauf qu'il y a un homme sur le banc qui n'a pas lu les journaux. Ou plutôt qui les a lus, et qui s'en fout royalement. Un homme atypique, fin stratège, portant la vision d'un projet bien plus grand que lui. Un homme qui n'a pas plié, qui ne négociera pas avec le doute collectif. Pour comprendre comment on en arrive à devenir cet homme-là, il faut remonter plus loin, beaucoup plus loin, jusqu'à une ville du nord de l'Espagne dont personne ne parle, d'une trahison que Madrid n'a jamais oubliée, en passant par les Jeux Olympiques jusqu'à la perte la plus insurmontable qu'un parent puisse traverser. Aujourd'hui, je vous présente la vie et la carrière de l'homme qui a tout changé, celui qui a mis Paris et Barcelone sur le toit de l'Europe, celui dont la force et les convictions sont sans commune mesure. Monsieur Luis Enrique, vous écoutez Éternel.
Luis Enrique Martínez García naît le 8 mai 1970 à Gijón, au nord de l'Espagne dans la région des Asturies. On est très loin des décors de cartes postales méditerranéennes ou de l'architecture mauresque de l'Andalousie. Les Asturies, c'est une région coincée entre l'océan Atlantique et les montagnes des Picos de Europa. C'est un coin ultra vert, couvert de forêts, de falaises qui se jettent dans l'océan, de pâturages et de brouillard. Là-bas, il pleut souvent, les villages sont accrochés aux collines, les vaches sont partout, les routes serpentent entre terre et mer et la culture locale est restée très enracinée. On est plus proche de la Bretagne et de l'Irlande que de la Costa del Sol. C'est une région dont l'économie dépend des mines, des chantiers navals, de la sidérurgie, de la pêche et de l'agriculture. Les Asturiens sont un peuple rugueux, vivant avec une forte notion du collectif. Gijón, c'est une ville maritime, ancienne cité ouvrière très sociale. Les gens sortent énormément, on mange tard, on parle fort, on se réunit autour de bouteilles de sidra, spécialité incontournable de la région. On partage, on trinque, on fait l'escanciado. Le sidra devient un moment de rassemblement, plus qu'une simple boisson. UNESCO d'ailleurs a même classé la culture du cidre asturien au patrimoine immatériel en 2024. Le jeune Luis Enrique grandit dans un environnement très industriel, où l'on prône la culture du travail, de l'exigence, où l'on forge des gens résistants, qui savent encaisser et dont l'esprit est combatif et collectif. Prémisse d'un caractère qu'il témoignera et qu'il transmettra durant sa carrière. À Gijón, on vit football. Loin du glamour madrilène, on supporte le Sporting Gijón. Enfant, on se voit prendre la balle, remonter le terrain, passer au bon moment, proposer des solutions, presser, tirer et gagner chaque match dans la ferveur des chants des supporters venus en masse acclamer les héros d'un soir. Le petit Luis fait du football sa priorité. Il commence par le futsal, fait ses armes puis rentre à 11 ans à l'école de foot de Mareo, le centre de formation du Sporting Gijón. La concurrence y est rude, et le jeune garçon redouble d'efforts pour voir un jour son rêve se réaliser. Il intègre le club Deportivo Labrania à 14 ans. Le staff se rend rapidement compte du potentiel du jeune garçon. Il est ultra polyvalent. Là où les jeunes joueurs affichent très vite des prédispositions pour jouer à un poste clé, que ce soit en attaque, au milieu ou en défense, le jeune espagnol, lui, peut jouer partout. Il devient alors une variable d'ajustement dans un collectif où les singularités sont marquées. Mais peu lui importe. En 1988, il retourne au Sporting Gijón, d'abord dans l'équipe réserve, puis dans l'équipe 1 lors du match de Liga contre le club de Malaga. Ce sera sa seule apparition de la saison, mais c'est déjà une victoire pour le jeune homme qui a vu enfin le début de son rêve se concrétiser. Animé par une soif inextinguible de victoire, l'Espagnol travaille dur pour voir son profil devenir irremplaçable pour le coach. L'année suivante, son labeur est récompensé. Il devient titulaire indiscutable en attaque, marque 15 buts et qualifie le club pour la prochaine Coupe de l'UEFA. Il gagne ainsi le surnom iconique de Lucho, donné par son coéquipier mexicain Luis Enrique Flores. En juin 1991, le Real Madrid et le FC Barcelone se positionnent pour recruter le jeune Lucho. Le club de la capitale remporte les faveurs du joueur. Pour autant, les choses ne se passent pas comme prévu. Luis Enrique quitte l'attaque et est repositionné dans l'entrejeu ou comme défenseur latéral par l'entraîneur. Ça ne perturbe pas l'Espagnol qui fait ses preuves et montre son adaptabilité. Il peut jouer à tous les postes, il le sait, et rien ne l'empêchera d'être titulaire. En 1992, après une année qui a vu le Real Madrid gagner la Coupe du Roi mais perdre en demi-finale de la Coupe UEFA contre le Torino, Lucho est sélectionné par le sélectionneur de l'équipe nationale pour disputer les Jeux Olympiques de Barcelone. Il rejoint un collectif de grands joueurs tels que Kiko, Cañizares ou encore le futur célèbre entraîneur Pep Guardiola. Les Espagnols roulent sur le premier tour de la compétition, 3 victoires en 3 matchs sans encaisser de but. Lucho marque lors du premier match face à la Colombie. Puis, la Roja bat l'Italie et le Ghana, atteint la finale face à la Pologne et remporte la victoire lors d'un match extrêmement disputé au Camp Nou, temple mythique de l'équipe catalane rouge et bleue. Ennemi juré de la Casablanca madrilène et pourtant, ce sacre en territoire barcelonais résonne dans le cœur et l'esprit du jeune Luis Enrique. Il s'y sent chez lui, sans y être invité. Médaille d'or aux Jeux Olympiques. Le rêve
devient un peu plus palpable pour le natif de Gijón. Lors de la saison 93-94, il remporte avec Madrid la Supercoupe d'Espagne, mais les Madrilènes échouent en quart de finale de la Coupe des Coupes, contre le Paris Saint-Germain. C'est la deuxième fois que Lucho et les siens se font sortir par le club de la capitale française. Début de relations compliquées entre Lucho et Paris. En 1995, le Real Madrid traverse une crise. Le club finit 6e de Liga, ne disputera pas de Coupe d'Europe, le président Ramón Mendoza démissionne, c'est la révolution en interne. La nouvelle direction change de cap et décide alors de se séparer de nombreux cadres de l'équipe. Luis Enrique, malheureusement, en fait partie. Après plus de 200 matchs joués sous le maillot merengue, il est prié de quitter le club. C'est le coup de massue. Comme un symbole, le FC Barcelone lui propose un contrat pour 5 ans. Lucho accepte et déclenche l'hystérie à Madrid. Trahison. Mais rien ne saurait stopper la carrière du jeune joueur asturien. Il retrouve le stade qu'il avait vu briller lors des JO de Barcelone et est bien déterminé à prouver sa valeur à ceux qui doutaient de sa capacité à renaître. Il impose immédiatement son agressivité, son mental et sa combativité. Sous les ordres de Bobby Robson puis Louis van Gaal, il évolue dans un rôle plus offensif aux côtés de stars comme Ronaldo R9 ou Luis Figo. Entre 1997 et 1999, il devient l'un des leaders du Barça et l'un des meilleurs joueurs espagnols du championnat. Sa carrière est freinée plusieurs fois par des blessures au genou, mais malgré les difficultés physiques, il reste un joueur clé de l'équipe et devient même capitaine en 2002. Il affiche un caractère, un sens du sacrifice et une force mentale sans égale. Il est l'homme, le leader qui transforme l'équipe. Le public barcelonais le reconnaît en légende, d'autant plus que Lucho ne se fait pas prier lors des matchs contre le Real Madrid. Sa rivalité avec les supporters du club merengue devient iconique, et ce dernier provoque le public de la capitale après chaque but. Le Camp Nou devient son antre, son temple. Le public blaugrana, sa famille. De 1996 à 2004, Lucho dispute 300 matchs, marque 108 buts, délivre 40 passes décisives. Il remporte 2 championnats d'Espagne, 2 Coupes du Roi, une Coupe des Coupes, une Supercoupe d'Europe, une Supercoupe d'Espagne, et est même élu joueur espagnol de l'année en Liga par le journal El País. Couronnement total pour le natif de Gijón. En 2004, Luis Enrique annonce qu'il met un terme à sa carrière de footballeur, déclarant que ses nombreuses blessures l'ont amoindri au point où il ne pourrait tenir le niveau d'exigence et de compétition qui est le sien. Malgré de nombreuses propositions, il préfère prendre sa retraite et préparer la suite. Car si l'histoire du joueur est belle, elle n'est rien comparée à celle de l'entraîneur. En 2008, il reprend l'équipe B du Barça, l'équipe A étant entraînée par Pep Guardiola, son ancien coéquipier. Il y fait des débuts prometteurs et en 3 ans seulement fait presque remonter l'équipe de 3e division en 1re division. Malheureusement, il ne peut y avoir 2 équipes du FC Barcelone au sein de la même ligue. Et c'est ainsi qu'en 2011, il tente sa chance loin de la Catalogne qu'il l'a vu briller par entraîner l'AS Roma. Comme pour sa carrière de joueur, il ne débarque pas au sommet. Il construit, se heurte et pose brique par brique les fondements de son style et de sa philosophie de jeu. Luis Enrique ne veut pas diriger pour plaire, il veut développer un système en accord avec ses convictions. Les débuts dans la capitale italienne sont poussifs. Malgré les investissements sur le recrutement, l'AS Roma ne parvient pas à se qualifier lors des tours préliminaires pour la Ligue Europa. Pire, Lucho sort délibérément le héros et capitaine romain Francesco Totti à un quart d'heure de la fin du jeu lors d'un match crucial qui voit le club de la capitale se faire éliminer. La Roma enchaîne les défaites cuisantes contre les équipes ennemies. La recette de Lucho ne prend pas à Rome. Sa tactique basée sur la possession et un style très offensif à l'instar de son travail avec l'équipe B du Barça ne fonctionne pas au sein du collectif romain. Le club termine à la 7e place du classement, loin des places qualificatives pour les coupes européennes. Des illusions. Mais si l'échec fait partie intégrante du parcours d'un entraîneur ou d'un athlète, le tacticien espagnol refuse de se réinventer pour plaire. Le 12 mai 2012, il annonce son départ. Il ne plie pas son système pour satisfaire un contexte. Si ça ne fonctionne pas sur la culture tactique du football italien, tant pis. Son avenir s'écrira ailleurs.
premier signal d'un trait de caractère fort qui va définir toute sa carrière. En juin 2013, Luis Enrique est annoncé du côté du Celta Vigo, club galicien sauvé de justesse la saison précédente et dont l'objectif principal est de se maintenir en Liga. Lui qui était pourtant appelé à venir prendre la suite de Pep Guardiola au Barça, préfère faire ses armes dans un club plus modeste. Les moyens sont limités. Le club galicien ne dispose pas de ressources ni des infrastructures de la Roma ou du FC Barcelone, mais c'est le challenge qu'il faut à notre tacticien espagnol. Le genre de défis qui mettent la pression au bon endroit et vous font passer un cap humainement et professionnellement. Intelligemment, il recrute principalement des joueurs issus de la Masia, le mythique centre de formation du Barça. Puis, il décide de s'appuyer sur la jeunesse du club galicien. Si vous avez le niveau, si vous faites vos preuves, si vous montrez du cœur et de l'engagement, vous jouerez. Les débuts sont difficiles. Le club accuse plusieurs défaites lors de la première moitié de saison, mais le coach espagnol trouve vite la bonne recette. Lucho fait du Celta Vigo son laboratoire technique. Il ne compte pas réitérer les erreurs de Rome et embarque progressivement son collectif vers un style plus radical. L'équipe joue en 4-3-3 et impose un football agressif. Le tacticien impose à ses joueurs intensité, verticalité, pressing et obsession du contrôle du ballon. Le Celta ne fait pas de possession stérile. Luis Enrique veut contrôler pour accélérer. La projection est rapide, les appels agressifs, les joueurs recherchent immédiatement la profondeur, les latéraux montent énormément pour étirer le bloc adverse, créer du surnombre et permettre aux ailiers de rentrer intérieur. L'équipe galicienne se transforme et tente d'imposer son football à chaque adversaire. Il ne s'agit pas de tenir, mais de gagner. La vulgaire nymphe donne naissance à un noble lépidoptère. Et en quelques mois, l'équipe qui visait le maintien se met à rêver de grandeur. Elle se permet même de glorieuses victoires contre le FC Séville, Villarreal ou encore ce très cher Real Madrid. L'ascension de Lucho est phénoménale. Le Celta Vigo finit 9e de Liga, loin de la place qui lui était destinée, en affichant un visage compétitif et une identité forte. Le coach asturien vient de marquer les esprits du monde du football et nombreux sont les clubs qui souhaitent le débaucher. Les projets sont ambitieux, mais on ne peut résister indéfiniment au chant des sirènes. Tel Ulysse sur son navire, il faudrait s'enchaîner au mât pour ne pas succomber aux appels incessants du club qui lui a tout donné. En mai 2014, Luis Enrique annonce son départ du Celta Vigo et quelques jours plus tard, le FC Barcelone officialise l'arrivée du tacticien espagnol. Un nouveau départ et un retour dans ce temple du football. La tâche est ardue, prendre la suite de Pep Guardiola, héros blaugrana qui a tout gagné avec le club catalan. Ce dernier possédait une équipe si efficiente et redoutée qu'on en parle encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs collectifs de l'histoire du football. Luis Enrique doit remonter la barre. Barcelone sort d'une saison en demi-teinte, 2e de Liga derrière l'Atlético Madrid, club de la capitale qui les a aussi éliminés en quart de finale de Ligue des Champions, et finaliste de la Coupe du Roi éliminé par l'autre club madrilène et ennemi juré, le Real Madrid. Pour cela, le mercato d'été est marqué par de nombreux départs. Alexis Sanchez, le buteur prolifique, et Fabregas, métronome du milieu de terrain, s'en vont outre-Manche. Carlos Puyol, quant à lui, capitaine iconique et le visage légendaire du Barça, prend sa retraite sportive. Mais le club catalan recrute de nombreux renforts. Ter Stegen en gardien, Ivan Rakitic, Rafinha qui a l'habitude de travailler avec Enrique, mais surtout l'attaquant phare de Liverpool, le redouté Luis Suarez. Ce dernier est d'ailleurs suspendu plusieurs mois à la suite de sa célèbre morsure lors de la Coupe du Monde 2014. Le début de saison a beau être positif, plusieurs défaites de rang, notamment une contre le Real Madrid, propulsent le FC Barcelone à 4 points du leader à la mi-saison. Luis Enrique est loin des attendus. Pire, en janvier 2015, après une défaite contre la Real Sociedad, le vestiaire explose. Durant le match, le tacticien espagnol ose mettre Lionel Messi sur le banc. La presse espagnole parle alors ouvertement d'un conflit entre les deux hommes. Pendant plusieurs semaines, tout semble fragile, les décisions de Luis Enrique sont vues comme aberrantes et son autorité est contestée. Certains imaginent même déjà son licenciement. Pour autant, c'est à ce moment précis que le système se met en marche. Le génie de Luis Enrique cette saison-là n'est pas juste laisser jouer les stars. C'est d'avoir compris une chose fondamentale. Le Barça de 2015 ne peut plus jouer comme celui de 2009.
Le célèbre tiki-taka ou la tactique iconique de jeu en passe courte qui constituait l'essence même du système Blaugrana ne peut plus fonctionner. Xavi est vieillissant, Andrés Iniesta n'a plus le même volume physique et surtout le football européen est devenu beaucoup plus intense physiquement. On assiste progressivement à l'athlétisation exacerbée du football. Lucho adapte alors son Barça et le transforme en véritable rouleau compresseur. L'équipe garde le ballon certes, mais pour accélérer brutalement. Dès qu'un espace apparaît, passe verticale, projection immédiate, transition ultra rapide. L'équipe peut avoir 65% de possession de balle, puis vous tuer en contre-attaque 3 secondes plus tard. L'attaque Messi-Suarez-Neymar écrase tout sur son passage et punit chaque erreur. C'est la naissance alors de la MSN, l'un des trios les plus prolifiques de l'histoire du football. Cette année-là, il marque 122 buts à E3, du jamais vu. Il remporte la demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Pep Guardiola, 3-0, alors même que ce dernier contrôlait le ballon. Puis sanctionne la Juventus en finale, 3-1. Le FC Barcelone de Luis Enrique réitère l'exploit de 2009 et remporte le triplé historique Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, mettant pour la 5e fois le club catalan sur le toit de l'Europe. L'émotion est palpable pour le tacticien assurien qui a traversé bien des tempêtes et qui célèbre le titre avec ses joueurs et sa fille Xana. Elle brandit comme un symbole le drapeau Blaugrana sur la pelouse après une finale d'exception que son père, nouveau héros du peuple catalan, a su leur apporter. Instant magique, figé dans le temps. L'année suivante est aussi de qualité, bien que moins légendaire. Le club gagne le titre d'Espagne mais perd en quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. De ce fait, le Barça décide de se renforcer sur le mercato estival, faisant venir de nombreux joueurs pour un montant total de 130 millions d'euros. Les matchs défilent, les victoires s'enchaînent en Coupe d'Europe, le Barça finit premier de son groupe mais reste derrière le Real Madrid au classement du championnat national à la mi-saison. C'est alors que le 14 février 2017 a lieu le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions, contre une équipe que Luis Enrique redoute, le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, repris par les investisseurs qataris quelques années plus tôt, démontre une montée en puissance fulgurante d'année en année. Lucho, qui a plusieurs fois été éliminé par Paris lorsqu'il était joueur, sait bien que même si l'équipe est en construction, il ne faut surtout pas les prendre à la légère. La première rencontre a lieu au Parc des Princes. L'antre parisienne, chauffée à blanc par un public en transe, bouillonne de la ferveur des grands soirs. Très vite, le match bascule, coup franc de l'Argentin Ángel Di María. Lucarne, le stade explose. Le milieu de terrain parisien coupe les lignes, bloque la projection barcelonaise en stoppant Messi. Les contres sont redoutables. Deuxième but de Draxler. Le Barça n'y est pas et subit sa propre tactique. Di María rentre sur son pied gauche, aux abords de la surface et déclenche une frappe enroulée lucarne, 3-0. Paris est en mission. À la fin du jeu, Thomas Meunier se permet un double contact sur Neymar, monte aux 25 mètres, passe dans la surface pour Cavani qui frappe, 4-0. Le monde assiste au chef-d'œuvre parisien, abasourdi de l'exploit. Le club de la capitale à qui on prédisait l'enfer mystifie les Catalans et l'attaque la plus dangereuse du monde. Un simple match nul suffirait à les qualifier. La presse est en furie contre le FC Barcelone que l'on juge trop arrogant et n'ayant pas pris au sérieux le match. La presse française, quant à elle, joue un jeu très dangereux. Sur chaque une, on parle du match retour, d'une possible vengeance terrible de l'ogre barcelonais, d'une remontada, comme on les appelle en Espagne. Luis Enrique n'a qu'une seule idée en tête. Si nous devons être éliminés, qu'il en soit ainsi, mais ça ne sera pas sans se battre. 2 semaines plus tard, au Camp Nou, c'est le moment de marquer l'histoire pour le coach espagnol. Le stade catalan accueille les Parisiens dans son antre. Ce chaudron volcanique tremble de tout son être dès les premières notes de l'hymne européenne. Les joueurs peuvent le faire, la tension est complètement renversée. Les Parisiens sont blancs, pétrifiés, subissant pleinement la pression de l'événement, comme fautifs d'avoir gagné le match aller. Luis Enrique, assis dans son fauteuil, discute et rigole, comme si tout cela n'était rien, comme si le Barça, dont les statistiques annoncent 0% de chance de qualification, avait déjà gagné ce match. Engagement sur le terrain. Dès la 2e minute, incompréhension en défense côté parisien. Le gardien se trouve complètement et laisse Luis Suarez marquer de la tête. 1-0. Le stade s'enflamme. 40e minute, bis repetita. Incompréhension en défense sur une attaque barcelonaise. Kurzawa, le parisien, marque contre son camp. 2-0. Paris est fébrile, terrifié.
ne propose rien, galvanisant un peu plus les Catalans à chaque minute. 47e minute, sur une passe pour Neymar, Thomas Meunier, le défenseur parisien, glisse, tombe dans la surface, Neymar se jette dessus, tombe, pénalty pour le Barça. C'est l'incompréhension côté PSG. Messi transforme. 3-0. L'histoire est en marche. C'est à ce moment que le Paris Saint-Germain s'enhardit. Un premier poteau, puis un but de l'attaquant Edinson Cavani à la 61e minute permet au club de la capitale de respirer. 3-1. Puis, 84e minute, Ángel Di María est taclé par derrière dans la surface par Mascherano et alors qu'il devrait y avoir pénalty et carton rouge, rien ne se passe. Nouveau coup dur pour le PSG qui est pour l'instant qualifié à 6 minutes de la fin du match. Mais c'est sans compter sur le crack brésilien Neymar qui frappe un sublime coup franc en lucarne à 3 minutes de la fin. 4-1. L'air est de plus en plus irrespirable à Barcelone. 89e minute, Messi centre dans la surface pour Suarez qui s'effondre après un contact avec Marquinhos. Nouveau pénalty pour Barcelone, mettant les Parisiens hors d'eux. Neymar transforme. 5-1. Le score total est alors de 5-5 sur les deux matchs, mais le petit but parisien à l'extérieur qualifie toujours le club de la capitale. 95e minute, dernière action, dernier centre, dernière seconde de jeu. Le ballon retombe dans la surface parisienne, trouve le pied du Barcelonais Sergi Roberto qui inscrit le but du 6-1. Le stade explose, tremble littéralement. Le FC Barcelone remporte le match et se qualifie pour la suite de la compétition dans ce qui reste aujourd'hui l'un des matchs les plus historiques et controversés de l'histoire de la Ligue des Champions. Le terme remontada devient iconique et collera malheureusement au Paris Saint-Germain pour de longues années. Traumatisme d'une soirée que Lucho n'est pas prêt d'oublier. Son équipe se fait sortir le tour d'après par la Juventus. Le Barça finit deuxième de Liga derrière Madrid mais remporte la Coupe du Roi. Cette année sonne le glas pour l'entraîneur espagnol qui décide de quitter le club catalan afin de prendre du temps pour lui et les siens. Son passage au FC Barcelone devient légendaire, affichant des statistiques impressionnantes à la hauteur des espoirs placés en lui. Il démontre alors que le système compte plus que l'ego, n'hésitant pas à mettre des cadres sur le banc s'ils ne servent pas le jeu, la tactique et le collectif. Lucho, entraîneur atypique au style inégalable, inscrira son avenir ailleurs. Il reprend en 2018 la sélection espagnole, espérant apporter à son pays le bonheur qu'il a su transmettre aux supporters de Vigo et de Barcelone. Malheureusement, même si les débuts sont encourageants, Lucho s'absente de plus en plus dès le début de l'année 2019, évoquant des raisons familiales. C'est l'incompréhension en Espagne. Le 19 juin de la même année, il quitte ses fonctions sans explication, laissant le public pantois. Un mois plus tard, le 29 août, il annonce malheureusement le décès de Xana, sa fille de 9 ans, suite à une forme de cancer extrêmement rare, une tumeur osseuse maligne, nommée ostéosarcome. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant, citerait le roi Théoden des légendes de Tolkien. Une souffrance sans égale, un drame que l'on a grand-peine à imaginer tant la douleur doit être atroce. Helen Keller disait « Ce que nous avons aimé profondément devient une partie de nous-mêmes ». Luis Enrique revient à la tête de la sélection espagnole 2 mois plus tard. Avançant sur son chemin, remerciant chaque instant la vie de lui avoir permis de connaître et de vivre auprès de sa fille. Elle aussi demeurera à jamais éternelle, présente dans chaque victoire, chaque défaite, chaque moment de vie de son père et de sa famille. Son travail avec l'équipe d'Espagne est remarquable. Il transforme rapidement la Roja et affiche des victoires impressionnantes. 6-0 contre la Grande Allemagne en Ligue des Nations, 5-3 contre la Croatie lors de l'Euro 2021. Ils perdent contre l'Italie en demi-finale de la compétition mais se vengent quelques mois plus tard lors de la demi-finale de Ligue des Nations contre l'équipe de Mancini aux 37 matchs sans défaite, victoire 2-1. La Roja perdra en finale contre la France. La Coupe du Monde 2022 sonne la fin de son travail à la tête de la sélection. Après une défaite contre le Maroc en 8e de finale, Luis Enrique est poussé vers la sortie. Son style est jugé non létal, trop axé sur un jeu en passe stérile et manquant cruellement de réalisme. Il part alors se ressourcer, avancer loin du tumulte de la presse et du monde du football.
En mars 2023, le Paris Saint-Germain se fait éliminer de la Ligue des Champions en 8e de finale par le Bayern Munich. Comme un symbole et coutumier du fait, le club de la capitale se fait sanctionner par 2 anciens Parisiens, Coman et Choupo-Moting. Le PSG alignait pourtant des joueurs de prestige. Kylian Mbappé, meilleur buteur de Ligue 1, Lionel Messi, que l'on ne présente plus, Sergio Ramos, défenseur de légende, ou encore Neymar. Christophe Galtier, le coach, est remercié dès l'été. Une nouvelle fois, le PSG cherche un nouvel entraîneur afin de prendre la relève à la suite d'une saison mitigée. La direction parisienne, habituée à empiler les stars et à investir massivement chaque année afin de conquérir enfin sa première Ligue des Champions, souhaite désormais révolutionner son projet. Et c'est ainsi que le 5 juillet 2023, Luis Enrique devient l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Pour lui, l'objectif est simple. Mettre en place un système compétitif basé sur l'attaque, les phases de jeu rapides et un collectif redoutable. Le club se sépare de plusieurs cadres, Neymar, Verratti, Sergio Ramos et Lionel Messi. L'investissement au mercato d'été, lui, est colossal. Plusieurs noms viennent enrichir l'effectif. Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-in, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Gonzalo Ramos et bien sûr, Ousmane Dembélé. D'aucuns diraient que ce dernier est un joueur exceptionnel. Le public connaît aussi bien ses immenses qualités que ses fragilités physiques et son irrégularité. Les fans et la presse sont dubitatifs. Mais ça, Luis Enrique en a l'habitude et il s'en moque. Son contrat avec la direction parisienne est clair. Donnez-moi carte blanche, laissez-moi faire les choix tactiques, redonnez de la hiérarchie au club et les résultats suivront. Pour autant, les débuts sont mitigés. Match nul contre Lorient dès leur première confrontation en Ligue 1, puis nouveau nul contre Toulouse. Mais le jeu commence à prendre tout doucement. Les Parisiens commencent petit à petit à imposer leur style, bien que le 11 de départ change à chaque match. Très vite, la presse française critique les choix de Lucho. On le trouve trop arrogant, ne proposant rien, très mauvais tactiquement, notamment dans le positionnement de ses joueurs. La défaite en Ligue des Champions contre Newcastle 4-1 à St James Park vient assombrir le tableau. C'est la pire défaite du club depuis l'arrivée des investisseurs qataris. Le coach espagnol est conspué, le PSG moqué. Mais rappelez-vous la question que je vous posais en intro. Est-ce qu'on construit sa carrière ou un collectif autour de ce qu'on croit, ou autour de ce que les autres projettent sur nous ? Paris réagit contre le Milan AC, 3-0 à l'aller, 2-1 au retour. Puis, ils font match nul contre Newcastle, les qualifiant pour les 8e de finale. Ils disposent alors de la Real Sociedad, 4-1 score total sur les 2 matchs. Paris file en quart de finale. C'est alors que Luis Enrique croise la route du FC Barcelone, miroir déformant de ses exploits passés. Lucho le sait, le Barça peut tomber, son PSG est plus fort et il compte le prouver. Le match aller a lieu à Paris, et même si les Parisiens sont combatifs, ils perdent 3-2. Le retour qui a lieu la semaine d'après démarre très mal, avec l'ouverture du score du Barça par Rafinha. La qualification s'annonce très compliquée. Seulement, s'il y a bien une chose que Luis Enrique sait transmettre, c'est sa résilience, son réalisme et sa combativité. Et c'est typiquement ce qui a toujours manqué au club parisien dans les grands moments. On les disait trop fragiles mentalement pour l'Europe et les grands matchs. Pas sous Luis Enrique, dont le travail de préparation mentale avec son staff est primordial. Vous pouvez perdre le match et être éliminé, oui, mais ce sera en jouant au football. Quelques minutes plus tard, faute sur Barcola sur une contre-attaque parisienne et carton rouge pour le défenseur barcelonais. S'ensuit un but d'Ousmane Dembélé qui vient punir son ancien club qu'il avait largement critiqué. Puis, c'est au tour de Vitinha, le jeune joueur, et de Kylian Mbappé de marquer par 2 fois afin d'éliminer le FC Barcelone. La joie est immense, la remontada a changé de camp, direction les demi-finales. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Paris perd ses 2 matchs contre Dortmund 1-0 en touchant 6 fois le montant, affichant un manque de réalisme consternant et des fébrilités défensives. Désillusion dans ce qui semblait être une confrontation accessible. Une finale à portée de main. Quelques jours plus tard, Kylian Mbappé annonce son départ vers le Real Madrid. Lui, qui a toujours rêvé de jouer pour la Casablanca et qui veut remporter la Ligue des Champions, écrira son avenir loin de Paris. Pas de problème pour Luis Enrique, qui le fait de moins en moins jouer, souhaitant que son équipe devienne moins Mbappé dépendante. La presse condamne ce départ.
Les fautifs seraient la direction parisienne et le coach qui n'aurait visiblement pas axé son jeu autour du capitaine de l'équipe de France. Lucho reste froid devant les critiques. Il annonce même que l'année prochaine, le club marquera encore plus de buts. Il est de nouveau moqué et critiqué comme sait si bien le faire la presse française. Quand les résultats sont là, vous êtes un génie. Si vous tombez ne serait-ce qu'une fois, c'est parce que vous êtes mauvais. Mais c'est mal connaître Luis Enrique qui ne négociera pas avec le doute collectif qui anime les spécialistes autoproclamés du football. Il a dirigé assez d'équipes pour savoir quelle voie suivre. À l'été, le mercato est plus calme. Pas question de recruter un joueur au prix mirobolant pour remplacer Mbappé. Lucho souhaite s'appuyer sur la jeunesse et le centre de formation. Il fait venir Joao Neves, Désiré Doué et Willian Pacho, alors inconnus du public mainstream. La mentalité du Paris Saint-Germain change. Personne ne sera au-dessus du club. Plus question d'empiler les stars et le recrutement sera basé sur votre envie réelle de rejoindre le projet parisien, c'est tout. Le système d'entraînement est davantage basé sur le développement des qualités athlétiques et d'endurance. Luis Enrique souhaite que ses joueurs puissent afficher un volume de course plus important que leurs adversaires. L'objectif est simple, courir plus pour proposer des solutions aux porteurs de balles et défendre en pressant activement quand vous n'avez pas le ballon. Et ça vaut pour tous les joueurs de l'équipe. Il fait passer un cap à certains, comme Marquinhos et Dembélé, leur demandant de prendre plus de responsabilités auprès du collectif et des jeunes joueurs. Le tacticien espagnol construit méthodiquement son système, transformant chaque jour un peu plus son groupe en équipe. Et justement, cette année-là, le modèle de la Ligue des Champions change de format. Il n'y a désormais plus de groupes, mais une seule grande ligue de 36 équipes. Chaque club dispute 8 matchs contre 8 adversaires différents, avec 4 rencontres à domicile, 4 à l'extérieur. À l'issue de ces matchs, un classement général unique est établi. Les équipes classées de la première à la 8e place se qualifient directement pour les 8e de finale, celles classées entre la 9e et la 24e place passent en barrage aller-retour, tandis que les autres sont éliminés. L'objectif de l'UEFA est de proposer davantage de grandes affiches dès le début de la compétition et d'augmenter l'intérêt économique et médiatique du tournoi. Si le parcours du PSG en Ligue 1 est très bon, le collectif de Luis Enrique peine en Ligue des Champions. Victoire poussive 1-0 contre Girone, défaite contre Arsenal 2-0, match nul 1-1 contre le PSV Eindhoven, défaite 2-1 contre l'Atlético de Madrid et contre le Bayern Munich 1-0, puis victoire contre Salzbourg 3-0. Les résultats sont poussifs, le 11 de départ change souvent, le système Luis Enrique fonctionne, mais ne tient pas. Il manque quelque chose pour souder définitivement ce groupe, pour leur montrer que si le sport de haut niveau est exigeant et parfois ingrat, ce collectif est capable d'affronter vents et marées. C'est alors qu'arrive le moment le plus important de l'année, le genre de moments qui font basculer l'histoire d'un club. Le match contre Manchester City. Les deux équipes sont dans une situation critique et risquent de ne pas se qualifier pour les barrages. Paris est 26e, donc virtuellement éliminé à 2 matchs de la clôture du classement. Pas le droit à l'erreur. Le terrain, balayé par les vents et des pluies torrentielles, bouillonne, enflammé par un public parisien des grands soirs européens. Manchester City inscrit 2 buts avant la 55e minute, à contre-courant total du jeu, alors même que le PSG domine les débats. Les chances de victoire s'amenuisent et c'est précisément dans ces moments-là que l'on voit la force mentale d'un individu ou d'un collectif. Ce moment précis où on choisit de sombrer ou de lever les yeux et faire face. Trois minutes plus tard, course de Barcola sur la gauche, passe pour Dembélé, but 1-2. Puis Désiré Doué frappe enroulé au 16 mètres, ça tape la barre, reprise de Barcola, 2-2. Paris se réveille et rugit dans la nuit. Lucho et ses hommes ne sont pas encore tombés, ils vont se battre, ensemble. 77e minute, coup franc parisien, but de la tête de Joao Neves, oublié au second poteau, 3-2. Le PSG se transcende, les vagues parisiennes s'abattent alors sur le but mancunien. Le collectif joue haut, presse l'adversaire, sanctionne chaque erreur et étouffe le porteur du ballon. Manchester est complètement perdu, abattu de l'hostilité soudaine des Parisiens. Ramos vient inscrire un 4e but pour entériner la victoire du Paris Saint-Germain. 4 buts, 4 buteurs, comme un symbole de ce qu'avait prévu Luis Enrique.
Le système se met en place, les joueurs comprennent que la vision du coach est la leur. Ce collectif vient de montrer au monde qu'ils peuvent tout faire à condition qu'ils jouent les uns pour les autres. Pas pour faire briller une individualité, non. L'équipe compte plus que le joueur. Et ça devient l'essence même du jeu de Lucho, qui affine et affûte son groupe comme une lance prête à perforer l'Europe. Le PSG enchaîne alors victoire 4-1 contre Stuttgart pour valider son billet pour les barrages. Puis, ils inscrivent 10 buts à Brest sur l'ensemble des 2 matchs, du jamais vu. Ils affrontent ensuite Liverpool en 8e de finale, qui leur promet l'enfer. Le match aller au Parc des Princes se solde par une défaite du club parisien qui ne démérite pas. On sent, au fond, que cette équipe peut gagner. Liverpool, qui survole la compétition depuis le début, accueille le match retour dans leur stade d'Anfield chauffé à blanc par son public et par son collectif de supporters parisiens venus en masse encourager ses héros. Très vite, Ousmane Dembélé donne l'avantage à son groupe. Le match finit au tir au but et c'est bien le groupe de Luis Enrique qui sort victorieux de ce duel. Encore. En quart de finale, Lucho fait face à un adversaire à ne pas prendre à la légère, Aston Villa. Les 2 matchs sont engagés et si le retour fait frémir le tacticien espagnol, c'est bien son équipe qui en ressort une nouvelle fois victorieuse. Son PSG se magnifie un peu plus à chaque confrontation. Direction les demi-finales contre une autre équipe anglaise, Arsenal. Le coach parisien retrouve les faveurs de la presse et du monde du football qui salue son travail. Le PSG s'est transformé, tout comme certains joueurs à qui personne n'aurait annoncé le niveau de forme. Ousmane Dembélé, vivement critiqué pour son manque de réalisme en début de saison, se retrouve maintenant dans les discussions pour le prochain Ballon d'Or. Il devient le leader et le grand frère du groupe, celui qui monte la voie, fer de lance d'un système nouveau. Le pressing est haut et constant, les joueurs parisiens courent environ 2 km de plus que leurs adversaires, les ailiers montent créer du surnombre, les attaquants descendent défendre sur les contre-attaques, les passes s'enchaînent pour casser les lignes, chacun propose des solutions ou crée des appels, dépassant sa fonction, se battant pour son coéquipier et le groupe. 7 joueurs ont été décisifs depuis le début de la Ligue des Champions. Même le nouvel attaquant géorgien Kvaratskhelia, arrivé seulement 4 mois plus tôt. Le Paris Saint-Germain est méconnaissable. L'équipe, à qui on annonçait une saison catastrophique depuis le départ de sa star Kylian Mbappé, affiche un niveau collectif jamais vu. Ils arrivent devant Arsenal non pas en challenger, mais en favori pour une qualification en finale. Et lors des 2 affrontements, Paris remporte les 2 matchs. Direction Munich pour Luis Enrique et ses hommes. Historique. Le Paris Saint-Germain, qui n'avait pas connu de finale depuis le Covid, a une chance de pouvoir brandir la coupe aux grandes oreilles s'ils battent l'Inter Milan. L'équipe italienne vient de faire tomber le terrible FC Barcelone de Rafinha et Lamine Yamal. Ils peuvent compter sur des cadres d'expérience, un gardien redoutable et un jeu tactique de haut niveau. Luis Enrique le sait, une finale ne se joue pas, elle se gagne. Il affiche en conférence de presse la confiance qui lui est propre. Pas de pression apparente, mais 10 ans après son dernier sacre, il peut rentrer une nouvelle fois dans l'histoire du football. Le public parisien est venu en masse faire trembler l'enceinte munichoise de ses tambours et de ses chants iconiques. Lucho et les siens sont depuis le début de la compétition suivis et encouragés par un groupe de supporters incroyable. Le 12e homme, comme on l'appelle, peut se targuer d'avoir fait taire de nombreux stades européens cette année, dont Anfield, place forte de Liverpool. Sur chaque confrontation, on n'entend qu'eux. Foule assourdissante, vibrante de passion, grondant à chaque instant, animant la flamme dans le cœur d'un entraîneur et des joueurs vivant littéralement pour ces moments-là. Et ce soir-là, Luis Enrique et le Paris Saint-Germain jouent une finale légendaire. 11e minute, but d'Hakimi après une domination totale. 20e minute, but de Désiré Doué sur une passe d'Ousmane Dembélé. 62e minute, nouveau but de Doué sur une phase offensive menée par son métronome Vitinha. 72e minute, chevauchée fantastique de son géorgien fétiche et 4e but pour le Paris Saint-Germain. Paris domine, Paris étouffe. Paris contrôle le ballon et dicte le rythme d'un match dans lequel l'Inter est dépassé et asphyxié. 86e minute, le jeune Seny Mayoulou, 19 ans, vient inscrire le 5e et dernier but de cette finale historique, légendaire, fantastique. Les superlatifs manquent pour qualifier la prestation que vient de pondre le club de la capitale française. Marquinhos, le capitaine, fond en larmes avant même la fin du match, submergé de l'émotion de ce moment dont il avait tant rêvé. Lui, le rescapé des naufrages parisiens du passé. Luis Enrique n'a pas seulement gagné,
Il prouve à cet instant que tout ce qu'il a évoqué est vrai. Le collectif, l'engagement, la résilience, paix. Le public parisien déroule alors une banderole pour son coach. On peut y voir sa fille Xana, affublée d'un maillot parisien tenant la main de son père, symbole de son geste lors du sacre 10 ans plus tôt à Berlin. Lucho, qui a su braver la critique et le doute à force de conviction et de travail, devient le héros de tout un peuple. Car grâce à lui, aujourd'hui, pour toujours et pour l'éternité, à jamais, Paris est champion d'Europe. Luis Enrique a fait passer le cap qu'il manquait au club de la capitale. Le Paris Saint-Germain rentre dans une dimension nouvelle, dont les ambitions sont décuplées. L'image médiatique du club fait aussi peau neuve. Le public, les médias, les politiques, tout le monde semble s'identifier et prendre du plaisir à voir évoluer ce petit groupe, cette bande de potes, cette famille où l'ego reste au vestiaire, loin du bling-bling des saisons d'antan. La star est bel et bien devenue l'équipe et non le joueur. Luis Enrique a su créer un super organisme. Un collectif polyvalent encadré par un homme qui prend chaque individu comme un fils, cherchant à révéler le potentiel de chacun, dans l'unique but de combiner chaque force, de combler chaque faiblesse. Une nouvelle ère s'amorce, celle de l'ultra-collectif. Le PSG de Lucho, enhardi de son sacre européen, est prêt à tout gagner. Ils finissent finalistes de la Coupe du Monde des clubs le mois suivant en battant le Real Madrid et le Bayern, perdant malheureusement en finale contre une équipe de Chelsea bien rodée et beaucoup plus en forme. Les joueurs parisiens ayant joué toutes les compétitions cette année sont usés d'une saison harassante. Ils ont en effet remporté le quadruplé Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions et se permettent même de gagner la Supercoupe de l'UEFA le 13 août contre Tottenham. À la rentrée septembre, Luis Enrique est clair. Remporter la Ligue des Champions de nouveau, car la gagner une fois c'est quelque chose, la regagner c'est faire partie d'un cercle très fermé de privilégiés. Pour lui le constat est simple, son Paris Saint-Germain est la meilleure équipe de la compétition. Personne n'a leur niveau. Et comme si tout avait été effacé, le monde du football le prend de haut. Comme si son arrogance causerait sa perte. Et pourtant, à chaque fois qu'il prend une décision contestée, cette dernière se révèle être le point tactique qui change la donne. Et on peut en citer un nombre important. Dembélé repositionné en faux neuf alors que tout le monde le voyait ailier pur, Warren Zaïre-Emery en arrière droit, Safonov en gardien titulaire et sa façon de relancer contre le Bayern, Lucas Beraldo milieu récupérateur quittant la charnière défensive, et tant d'autres. Chaque décision est présentée comme une transgression du consensus, hérissant le poil journalistique, mais chacune d'elles est validée par le résultat. En définitive, il voit ce que les autres ne voient pas, parce qu'il part du groupe, pas du joueur. Persuadé qu'un système ne s'affaiblit pas quand on lui retire sa pièce maîtresse, il se révèle. Il fait de la polyvalence son cheval de bataille, à l'instar de son propre style lorsqu'il était joueur, forçant même les attaquants à défendre et les défenseurs ou milieux défensifs à marquer si besoin. Et quand on lui demande pourquoi, quand on lui demande quelle sera la tactique, la réponse est à son image, brute, directe, laconique. Vous ne pouvez pas comprendre. Et le 30 mai 2026 dernier, après une saison dantesque à l'image de la précédente, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique remporte face à Arsenal la deuxième Ligue des Champions de son histoire, 1 an après la première. Back to back. Légendaire. Une deuxième étoile consécutive avec un effectif quasi identique, ce n'est pas un accident, c'est une récurrence. Et la récurrence, c'est la définition même d'un système qui fonctionne. Un projet construit minutieusement en prenant le temps avec chaque individu qui le compose. Lucho remporte ainsi la 3e Ligue des Champions de son histoire. Pour Paris, pour son staff, pour sa famille, pour Xana et surtout pour lui-même. Si l'histoire est belle, voire magnifique, la carrière de Luis Enrique n'est pas terminée. D'aucuns diraient que ses plus belles années sont maintenant derrière lui. Que gagner 2 fois d'affilée la Coupe d'Europe est un exploit qu'il est impossible de reproduire. Que son système va s'arrêter. Vraiment ? L'avenir vous donnera raison ou tort. Mais ce que l'on peut affirmer d'ores et déjà, c'est que la carrière de Lucho est légendaire et qu'il fait partie des meilleurs entraîneurs de l'histoire du foot. Qu'il a su créer en terre galicienne une équipe soudée qui a appris à se battre et élever son niveau contre les plus grands clubs du championnat espagnol. Qu'il a fait naître à Barcelone
l'attaque la plus dangereuse des années 2010 dans une équipe extrêmement efficiente reconnue aujourd'hui comme l'une des meilleures de l'histoire, et qu'il a su apporter au Paris Saint-Germain un sens aigu du collectif, de la confiance, de la résilience, du cœur et de la polyvalence, faisant naître actuellement la meilleure équipe du monde. Le tacticien espagnol réussit à créer un système là où les autres cherchent la pépite individuelle qui viendra renforcer l'effectif, faisant passer le monde du football dans une nouvelle dimension où l'individu vient nourrir le groupe et non l'inverse. Il est un homme dont le maître mot est la cohérence avec soi-même, pas la rigidité, pas l'arrogance, pas l'ego, mais la cohérence. Chaque fois que l'extérieur lui a demandé de plier, il a su faire la même chose. Continuer dans la même direction, avec la même philosophie, les mêmes convictions, sans demander la permission. La légende du gamin de Gijón demeurera à jamais éternelle. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode sur un entraîneur de légende. En tant que supporter parisien, j'ai encore du mal à croire que celui qui fut l'artisan de la plus grande désillusion de l'histoire du PSG soit aujourd'hui devenu l'idole de tout un peuple. Et pourtant, il a su apporter partout où il est passé un système où l'ego et la starification n'ont pas leur place. Dans un monde du football toujours plus médiatique et dont l'économie est gargantuesque, il sait rester simple et ramener les joueurs, le staff, et les directions et le public à l'essentiel, l'humain. Comme il le dit lui-même, on ne sauve pas des vies. On a la chance de jouer au football, c'est bien payé, mais on ne sauve pas des vies, on n'est pas exceptionnel. Il a permis de faire comprendre à beaucoup que le sens du collectif existe toujours et qu'il est plus fort que le génie isolé. Quand on voit la dernière finale de la Ligue des Champions, quand après plus de 2 heures de jeu, les corps sont meurtris, que les jambes sont lourdes et que le doute commence à s'installer, individuellement, aucun membre de l'équipe ne se sent capable de porter seul le groupe jusqu'au bout. Et pourtant, personne n'a lâché. Les plus en forme encouragent les autres, les remplaçants font honneur aux titulaires, les plus expérimentés rassurent ceux qui vacillent, et chacun continue d'avancer avec la certitude que le collectif trouvera les ressources nécessaires pour soulever la coupe aux grandes oreilles. Ce qui maintient le groupe en mouvement, c'est pas seulement la somme des qualités de ses membres, mais une conviction partagée, ensemble, on est capable de réussir. Et cette force invisible, c'est ce qu'Alper Bandura, un psychologue canadien, a nommé l'efficacité collective. Selon lui, les groupes les plus performants ne sont pas toujours ceux qui rassemblent les individus les plus talentueux, mais ceux qui développent une confiance commune dans leur capacité à relever les défis. Cette croyance collective agit comme un moteur silencieux. Elle pousse à viser plus haut, à persévérer lorsque tout semble perdu et à transformer les obstacles en problèmes à résoudre plutôt qu'en raisons d'abandonner. Au fil du temps, les succès vécus ensemble renforcent cette conviction jusqu'à créer une dynamique où chacun devient plus fort grâce aux autres. Dans cette perspective, la réussite n'est plus seulement une affaire de compétences individuelles, elle devient l'histoire d'un groupe qui croit suffisamment en lui-même pour accomplir ce qu'aucun de ses membres n'aurait osé entreprendre seul. C'est exactement la philosophie que met en place Luis Enrique et son staff dans chaque équipe avec lesquelles il travaille. Et c'est sûrement encore plus exacerbé au Paris Saint-Germain pour la simple et bonne raison que la direction lui a donné carte blanche sur le projet et que les succès lui ont donné raison. Ils ont laissé Lucho prouver par la réussite ses convictions profondes malgré les critiques. Et ça, c'est encore une preuve que le bruit extérieur existe pour tout le monde, à tout niveau. Les projections des autres, le doute collectif, les experts qui savent mieux que vous ce que vous êtes capable de faire. Luis Enrique pose une question inconfortable que je me pose moi-même quand je doute. Est-ce qu'on construit un système autour de ce qu'on croit ou autour de ce que les autres attendent de nous ? Et il a répondu à cette question toute sa vie, pas avec des discours, mais avec des résultats. Si ce podcast vous a plu, je vous laisse vous abonner sur Spotify, Deezer, YouTube et autres. Nous suivre sur Instagram, liker, commenter, partager, ça m'aide énormément. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier personnellement car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission. Merci de vos retours, de tous vos commentaires sur Spotify et sur YouTube. Merci énormément du soutien. On se retrouve très vite dans Éternel.